Madame la directrice, cher Frédéric, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous tous d'être là. Je suis, moi, très content d'être ici. Vous, je ne sais pas, vous allez le regretter peut-être en quelques instants. En effet, je reviens sur une vieille lune, en tout cas une vieille lune à moi, parce que, comme l'a aimablement rappelé Frédéric, ça fait 20 ans que je suis dans ce sujet, je m'en sors pas. Et je ne vais pas dire que c'est une obsession, mais j'ai l'impression parfois de ne pas avoir tout vu. Et parfois, c'est bien de revenir sur ces vieilles lunes tous les 20 ans. Bon, c'est bon. C'est ce que je vais faire avec vous aujourd'hui. Alors, j'ai quelques images, donc j'espère que ça se voit sur ces écrans-là parce qu'il y a pas mal de tableaux et les inscriptions dans le tableau sont parfois un peu minuscules, donc déjà moi je ne les vois pas, donc si vous avez une belle vue sur un grand écran, ça peut aider effectivement. Alors, le texte, la problématique qui m'intéresse, c'est le roman arthurien en vers. Et je vous propose, puisque nous sommes à l'école des chartes, de regarder les manuscrits et de voir s'il existe quelque chose comme un profil codicologique de ce genre littéraire. Alors, là, j'ai réfléchi à plusieurs façons de faire ça, et puis je voulais vous effrayer un tout petit peu, et puis vous montrer une liste de manuscrits, les passer l'un après l'autre en revue. Et ça aurait été une façon un peu méthodologique, enfin peut-être efficace, mais peut-être un peu lassante pour vous. Et j'ai donc choisi une approche peu différente qui, j'espère, vous plaira davantage. Alors, je vais devoir malheureusement commencer par une petite introduction de type théorique littéraire, parce que mon titre contient le mot genre. Alors, et c'est vrai que pour qui souhaite s'approcher d'une œuvre littéraire, un des concepts les plus féconds et en même temps les plus fuyants est celui de genre. Il est en effet un consensus à la fois sur le fait que la compréhension d'un texte se trouve facilitée par la connaissance de la tradition dans laquelle il s'inscrit, et il y a consensus aussi, malheureusement, sur la difficulté à définir une telle tradition. Donc le genre, en général pensé comme un faisceau de caractéristiques concernant forme et contenu, est la manière privilégiée d'envisager une tradition littéraire. Ainsi, une chanson de geste est composée en laisse ou en strophe, en vers dodécasyllabiques, donc ça c'est pour la forme, et mobilise des guerriers francs de l'époque de Charlemagne aux prises avec des Sarrasins ou occupés par des guerres entre lignages rivaux. Ça c'est pour le contenu. Un rondeau est un poème à forme fixe, donc ça c'est la forme, où l'amant à la première personne se plaint ou exalte sa passion amoureuse, etc. Donc ça c'est pour le contenu. Donc, le genre a toujours ces deux aspects-là. Malheureusement, parfois les textes médiévaux se montrent plus protéiformes que nos catégories modernes et opposent une nomenclature, ou en tout cas des termes qui nous semblent vagues, contradictoires, ou qui s'appliquent en tout cas mal à des textes aux propriétés très différentes. Alors, si le domaine lyrique offre une certaine stabilité générique, usant d'une terminologie que nous pouvons souvent rattacher à des formes et à des contenus constants, il en va tout autrement dans le domaine, par exemple, du récit bref, où un terme comme fablio peut renvoyer à des textes qui nous paraissent bien différents, tout comme vice-versa, des textes qui nous semblent être des fabliaux peuvent être désignés par une multitude d'appellations. À ces difficultés réelles, identifiées depuis longtemps, on ajoutera aujourd'hui une dimension supplémentaire. Ça c'est bien moi. On tentera d'approcher le genre non seulement à travers la forme et le contenu, mais aussi en fonction de son support.
L'entreprise est peut-être moins hasardeuse qu'elle ne paraît parce que nous ne parlerons pas de genre en général, mais d'un seul. On va parler du roman arthurien en vers. Ensuite, le médiéviste dispose de quelques cas où la prise en considération du support donne des résultats immédiats puisque le genre coïncide, pour ainsi dire, avec le support. Un livre d'heures ou un bréviaire, par exemple, ne correspond pas seulement à des genres assez précis, caractérisés par une forme et un contenu déterminé, mais vont de pair avec un support d'un certain type. Mieux, la présentation manuscrite détermine le genre, car elle répond à une fonction. Naturellement, ça ne sera pas aussi simple dans le cas du roman arthurien en vers, mais l'idée c'est que les manuscrits nous révèlent quelque chose sur les textes et nous aident peut-être à mieux comprendre ce dont nous parlons. De quoi donc parlons-nous? Normalement, on partirait ici de la liste des manuscrits qui contiennent des romans arthuriens en vers. Mais pour sélectionner ces manuscrits, il faut d'abord savoir ce que c'est qu'un roman arthurien en vers. La définition, on le sent, elle est ouverte de plusieurs côtés. Donc, on a un roman arthurien en vers et je propose de très rapidement reprendre les termes sens inverse. Donc, les vers, c'est à peu près clair. On va dire que ce sont des octosyllabes. Pour le cas qui nous intéresse, ce sont les octosyllabes. Arthurien, on va dire que c'est quand il y a le roi Arthur. Ça, c'est le minimum syndical. Ensuite, quand il y a la table ronde, c'est bien aussi. Et quand, on va dire, la plupart des personnages ou des actions se rattachent d'une façon ou d'une autre à ce cadre, c'est bien. Parce qu'on a des textes qui ne contiennent qu'un petit bout, par exemple, une visite au château du Graal, dans un roman arthurien qui n'est pas très arthurien, justement, qui est Saône de Nancy. Donc il y a juste un épisode, une visite au château du Graal. Donc ça, spontanément, on dirait que c'est pas arthurien, ou pas assez arthurien. Donc c'est une notion qui, comme ça, paraît très anodine, très claire, mais en fait, elle ne l'est pas. Ensuite, on a le terme de roman, c'est peut-être le plus problématique de tous, parce que vous savez que c'est une invention médiévale, donc c'est quelque chose de neuf qui a été créé à l'époque romane, justement, qui désignait a priori d'abord une traduction, donc un texte écrit en langue vernaculaire par opposition à quelque chose qui était écrit en langue latine, et ensuite, et seulement ensuite, ça désigne un genre littéraire. Donc, le terme là, il est relativement vague parce que bah, il s'oppose du coup à des choses comme conte, récit, histoire, etc. Et donc, quand on dit roman en vers arthurien, en fait, on stipule déjà pas mal de choses qui, en fait, mériteraient peut-être discussion. Alors, c'est ici que l'histoire de notre discipline s'invite à table, car il y a un consensus qui concerne les contours du genre du roman arthurien en vers, si consensus il y a, et ce consensus repose largement sur la tradition. Donc cette tradition remonte, comme beaucoup d'autres traditions, au XIXe siècle, quand notre discipline s'est constituée. C'est en particulier Gaston Paris, dans un très long et très bon article pour l'histoire littéraire de la France, paru en 1888, qui a dessiné le premier les contours du genre. Donc, je vous ai indiqué l'étude fondatrice de Gaston Paris, et ensuite il y a eu un certain nombre d'autres études qui étaient importantes pour on va dire, pour la compréhension du genre, donc notamment l'étude de Gröbe pour le Grundriss, et puis ensuite les travaux de Wendelin-First sur Chrétien de Troyes. Donc ça, c'était un peu les auteurs qui ont forgé le genre tel qu'il s'est ensuite installé dans les histoires de la littérature et tel que nous reprenons encore aujourd'hui plus ou moins les données.
Alors, dans ces 250 pages, vraiment fondatrices dédiées au roman en vers du cycle de la table ronde, Gaston Paris, qui était alors le pape des études de médiévistique en France, a traité non seulement des romans arthuriens en vers au sens strict, mais également parce qu'elle lui paraissait pouvoir remonter à un modèle français octosyllabique perdu, par exemple, de la prose du Chevalier au Pape Gay et de quelques adaptations en langue étrangère dont on ne connaît pas d'équivalent français. Gaston Paris il commande aussi La Mule sans frein, Le Chevalier à l'épée ou Le Manteau mal taillé, en d'autres termes, des récits arthuriens brefs, qui, du point de vue de la structure, ne sont pas plus proches des romans arthuriens en vers que des épisodes isolés comme Gauvin et l'échiquier qui existent par exemple en néerlandais. Bon, bref, on voit que Gaston Paris a là une approche maximaliste de son sujet, ce qui est normal car au point où il en était, c'est-à-dire au tout début, il était surtout important de ne rien négliger. Un facteur important était la décision de traiter la matière en 3 parties. Les romans de Chrétien de Troyes, première partie, les Tristan en vers ensuite, et finalement tout le reste. Chrétien de Troyes avant, Chrétien de Troyes vient avant, les autres romans arthuriens en vers le suivent. C'était chez Gaston Paris une constatation chronologique. Elle allait devenir un jugement de valeur. Donc ça, c'est très important. Mais n'anticipons rien et revenons peut-être à notre liste in fieri. L'inventaire de Gaston Paris comportait, c'est une évidence, un certain nombre de textes qui étaient certes arthuriens, qui étaient certes écrits en vers, mais qui n'étaient certainement pas des romans. C'est le seul point sur lequel la critique moderne, après Gaston Paris, s'est fait des progrès. On a écrit des milliers de pages sur le roman médiéval et on a donc établi que non, des textes comme La Mule sans frein, Le Chevalier à l'épée, Le Manteau mal taillé n'étaient pas des romans, mais autre chose. C'était des contes ou des laits, mais c'est à peu près tout ce qu'on a apporté de précision par rapport à Gaston Paris. La liste canonique qui circule dans nos manuels est donc celle de Gaston Paris. Moins les récits brefs et moins les adaptations étrangères et les textes en prose pour lesquels le maître parisien supposait un modèle octosyllabique, mais dont nous n'avons pas trace. Soit donc dans un ordre chronologique, voilà, on a maintenant le corpus suivant et l'étude de référence sur laquelle je m'appuie ici constamment. Donc je ne vais pas toujours citer, c'est Roger Middleton qui a écrit vraiment un excellent chapitre pour le volume collectif The Author of the French. Donc c'est un très bon travail, très solide, très complet aussi, fait par quelqu'un qui a énormément d'expérience à la fois des manuscrits eux-mêmes et de leur histoire. Donc c'est aussi un spécialiste des premiers possesseurs, etc., de constitution des fonds. Et donc c'est un excellent connaisseur de la matière. Et sans son travail, je n'aurais pas pu vous présenter ce soir mes quelques réflexions. Donc le corpus, il est le suivant. Je l'ai un peu présenté en ordre chronologique encore une fois, repris à nos manuels. Donc nous avons un premier groupe avec Chrétien de Troyes, donc les 5 romans arthuriens de Chrétien de Troyes. Ensuite, un deuxième groupe qui comporte là aussi 5 textes qu'on met à peu près dans une fourchette 1204-1220, donc Dumas le Gallois, Gliglois, le Bel Inconnu, Mérogis de Port-les-Guéhidères, et puis deuxième groupe après, donc dans les épigones, dans les successeurs, Geoffrey, le seul exemple occitan qu'on a toujours habitude de traiter dans ce contexte du roman arthurien en vers, La Vengeance Raguidel, et ensuite un autre groupe
encore une fois 5 romans. L'âtre périlleux, Le chevalier deux épées, Fergus, Un beau Baudou, ensuite Les merveilles de Rigomère, puis un groupe de queues, si je puis dire, Florian et Florette, Clarisse et Laris, Escanor, et puis le petit dernier, Méliador, de Jean Froissart. Alors, euh, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la datation. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire là-dessus. Et un jour, je pense, un professeur invité à l'école des Chartes pourra faire une très intéressante conférence publique sur la datation des textes littéraires. Mais pour aujourd'hui, vous êtes coincé avec mon sujet à moi, beaucoup moins subtil et beaucoup plus pédestre, parce que pour le mien, au moins, il suffit de savoir compter, au moins dans un premier temps. Donc, bon, après ce préambule un peu laborieux, nous sommes maintenant en mesure de dresser la liste des manuscrits qui contiennent des romans arthuriens en vers, et donc nous pouvons les compter. Pour ne pas alourdir le tableau qui est déjà relativement saturé, j'ai laissé de côté les romans de Chrétien de Troyes. Donc c'est minuscule. Moi, par exemple, je vois à peine ce que j'ai sur mon écran. Mais ce que vous devez retenir pour l'instant, c'est que nous avons 17 œuvres, donc il y a 17 romans postérieurs, 17 romans arthuriens en vers postérieurs chrétiens de Troyes, et ils sont conservés dans 24 manuscrits. Donc c'est très peu. Donc on peut rajouter, juste pour mémoire, les données pour Chrétien de Troyes, et vous voyez que c'est tout de suite autre chose. Alors pour Eric et Enid, nous avons 7 manuscrits, 4 fragments plus un extrait. Pour Cligès, 8 manuscrits. Lancelot, 7 manuscrits. Enfin, Lancelot, c'est le conte Chevalier à la charrette. Yvain, c'est le Chevalier au lion, 9 manuscrits, 4 fragments. Et surtout, le Perceval, qui est inachevé et qui est conservé dans 15 manuscrits et 6 fragments. Donc, par rapport à nos manuscrits qui ne sont pas de Chrétien de Troyes, on voit qu'il y a quand même beaucoup plus d'éléments qui concernent Chrétien de Troyes. Si on ajoute à ces manuscrits de Chrétien de Troyes, donc il y en a 46 si on fait le total, et si on ajoute à ces 46 manuscrits les témoins qui représentent les différentes continuations du conte du Graal, qui se situent donc plus ou moins dans le sillage de l'œuvre du romancier champenois, et qui se montent eux aussi à 34 manuscrits, plus 7 fragments, l'écart se creuse davantage encore. C'est comme si les chiffres venaient confirmer ce que répétaient à l'envi les auteurs médiévaux eux-mêmes, et après eux, naturellement, les critiques modernes. Chrétien de Troyes est la pointure, et les autres ne sont que des épigones, qui limitent et doivent trouver leur place à l'ombre encombrante du maître champenois. Donc on cite habituellement à cet endroit un petit extrait de Huon de Méry qui, dans son tournoiement Antéchrist, prend position justement à son statut d'épigone qui vient après deux auteurs. Il vient après Raoul, donc cité ici au deuxième vers, et après Chrétien. Donc Raoul, c'est Raoul de Houdin, et Chrétien, c'est Chrétien de Troyes. Et donc le souci de Huon de Méry, qui écrit une sorte de poème allégorique, donc à la manière de Raoul de Houdin, c'est que il écrit dans la tradition de Raoul de Houdin et il y associe des éléments arthuriens qui lui viennent de Chrétien de Troyes. Donc il est à l'ombre de 2 maîtres, encombrant, écrasant, et donc il doit naviguer donc en quelque sorte entre les restes de ce qu'il peut encore faire après ces deux grands écrivains. Oui, voilà, donc je vais peut-être pas lire, je vais juste peut-être dire. Euh, donc j'ai fait un gros effort pour esquiver les dits, donc ce qu'ont dit Raoul et Chrétien,
car oncle bouche de chrétien ne disent si bien comme il disait, parce que personne n'a jamais écrit ou parlé aussi bien que eux. Et donc après, il y a une sorte d'éloge de leur prose, et donc lui, après, il vient glaner aucun épi après la main aux estiviers. Donc quand les moissonneurs sont passés, je l'ai glané moult volontiers. Donc il a pris les restes, il a pris ce que les maîtres ont laissé. Donc ça, c'est la position traditionnelle de beaucoup d'auteurs dont nous avons connaissance quand ils évoquent Chrétien de Troyes. Lui, c'est le maître, eux sont les disciples. Alors, donc le tableau que je viens de vous montrer avec les manuscrits, le nombre de manuscrits conservés, du point de vue quantitatif, il permet d'affirmer aussi une autre donnée. Donc, corollaire en quelque sorte du succès de Chrétien de Troyes. On a beaucoup de manuscrits pour Chrétien de Troyes, et ce qui saute aux yeux dans le tableau, c'est le grand nombre de manuscrits uniques que nous avons pour les romans arthuriens en vers postérieurs à Chrétien de Troyes. Donc, sur les 24 manuscrits, non, il y a 17 œuvres, vous ai-je dit, conservées donc en 24 manuscrits, et sur les 17 œuvres, 10 sont conservées par une copie unique. Ça, c'est beaucoup quand même. Donc c'est comme si les 10 romans conservés par une seule copie renvoyaient comme en creux à la célébrité de Chrétien de Troyes et établissaient une opposition nette entre l'écrivain à succès, l'artiste admirable, et les suiveurs, les copieurs. C'est comme ça qu'on interprète habituellement ce tableau, ou ces données. C'est peut-être comme ça, mais peut-être pas. Alors, ce que les données révèlent en tout cas, c'est la fragilité, j'insisterai peut-être plus là-dessus, c'est la fragilité des faits matériels avec lesquels nous travaillons. Donc, un seul être vous manque et tout le monde est dépeuplé. Et si d'aventure le recueil de Chantilly s'était perdu, il nous manquerait le bel inconnu, les merveilles de Rigomère et un beau dont il est le seul témoin. Ouais, donc, si on n'avait pas... Donc, effectivement, c'est fragile. Hein. On est sur des données qui sont un peu aléatoires. Donc, il se trouve qu'on a ce recueil, donc on a trois œuvres supplémentaires, mais si on ne les avait pas, ce serait une autre histoire. Donc, les chiffres que nous avons là sont des chiffres, mais il faut les manier, je pense, avec beaucoup de précaution. Alors, mais on peut quand même dire que si on n'avait pas ce recueil de Chantilly, on n'aurait plus aucune trace de trois œuvres, alors que même si on perdait la copie Guillot, la célèbre copie Guillot des œuvres complètes de Chrétien de Troyes, donc le français 794, on aurait certes un témoin en moins pour l'ensemble de l'œuvre de Chrétien de Troyes, mais pour aucune œuvre de Chrétien, on ne passerait à zéro. Donc on aurait quand même le même corpus pour Chrétien de Troyes. Donc retenons de cette simple constatation la palissade, qui sont, comme beaucoup de la palissade, pas forcément erronées. Alors, un auteur célèbre, ça a beaucoup de copies. Un auteur pas célèbre, ça n'a pas beaucoup de copies. Ça marche aussi à l'envers, comme toutes les lapalissades. Beaucoup de copies, ça indique un auteur célèbre. Pas beaucoup de copies, ça indique un auteur pas célèbre. Et j'ajouterais là, en guise de boutade, pas de copie, ça indique pas d'auteur du tout. Et donc le dernier point, naturellement, nous montre que tout ce que je dis là est totalement réversible. Parce que ce n'est pas parce que nous n'avons pas de copie qu'il n'y a pas eu d'auteur. Ça veut juste dire que les copies se sont perdues. Donc tous ces chiffres sont des interprétations. Enfin, les chiffres ne sont pas des interprétations. Mais ce que je fais des chiffres, ce sont des interprétations qui peuvent être revues à tout moment, posées dans un autre éclairage et donner ensuite des résultats très différents.
Et donc ça, c'est très très important, je pense, de garder à l'esprit quand on travaille avec des manuscrits et quand on interprète les données de façon quantitative, comme j'essaie de le faire maintenant. Alors, bon, je viens de dire que les chiffres sont aléatoires, mais en même temps, il y a certainement un lien entre le succès d'une œuvre et le nombre de copies qui la conservent, hein. Donc, on a 220 manuscrits de l'Historia Regum Britanniae, texte fondateur pour la tradition arthurienne, 250 témoins au moins pour le roman de la Rose et 800 pour la Divine Comédie. Donc, il y a bien quelque chose qui est à tirer de ces chiffres. C'est pour ça que je travaille avec ces chiffres. Mais inversement, toujours, des Tristans en vers, on n'a que quelques fragments. On n'a aucune version complète des Tristans octosyllabiques, alors que c'est un des textes fondateurs du Moyen-Âge occidental. Donc on voit bien que il y a des soucis parfois avec la conservation, la transmission des textes. Et c'est très très difficile donc d'en tirer des conclusions assurées. Alors, moi je dis toujours que interpréter des données qui nous parviennent par-delà un fossé de 800 ans, c'est un peu comme faire le travail que font dans les films d'espionnage les agents qui doivent interpréter une intervention ou une information qui provient du chaos moyen-oriental. Les appels qu'ils interceptent, les messages que leur prodiguent leurs informateurs disent bien quelque chose. Mais pour comprendre ce qu'ils signifient, il vaut mieux les croiser avec d'autres données. Donc on va essayer de croiser nos informations purement matérielles avec d'autres informations qui sont un peu moins immatérielles. Un peu moins matérielles, excusez-moi. Alors, donc première chose à faire, on va faire un zoom. On va voir ce qu'on trouve quand on regarde les mêmes choses avec une lentille un tout petit peu plus puissante. Donc on a vu les manuscrits, faisons un zoom et cherchons maintenant des fragments. Et donc des fragments ainsi que des traces de pertes récentes de collection. Alors, hop. Là, effectivement, nouveau tableau, quelques données supplémentaires et un constat relativement mitigé. Pour 9 de nos 17 romans, rien ne change. Gliglois, Baudou, Le Bel Inconnu, Ider, Florian, Le Chevalier aux deux épées, ainsi que Clarisse et Laris sont toujours conservés en copie unique. Fergus est toujours conservé dans 2 et L'Âtre Périlleux toujours dans 3. Donc rien ne bouge. Pour les 8 autres, par contre, il y a changement. Pour ces textes-là, un fragment au moins peut être versé au dossier. Pour Escanor, La Vengeance Raguidel, Mérogis et Giaufrey, même plusieurs. Dans le cas de ces 3 derniers textes, cela confirme d'ailleurs un peu notre approche quantitative sur laquelle repose aussi les La Palissade. La Vengeance Raguidel, Mérogis et Giaufrey figurent parmi les textes les mieux attestés du corpus au vu des manuscrits entiers. Il est donc normal qu'on en trouve aussi plus de fragments. Je signale également au passage qu'il existe dans le lot non seulement des fragments, c'est-à-dire des morceaux matériels qui par hasard ont survécu à la destruction, mais il y a aussi ce que j'appelle des extraits, c'est-à-dire des épisodes qui ont été sortis de leur contexte pour être insérés dans un autre contexte. Donc, le cas le plus flagrant est l'accueil qui a été fait à des passages du roman occitan Giaufrey dans le chansonnier occitan N de New York, où un extrait a été inséré comme une sorte d'exemplum et qui a été inséré après des traités de courtoisie. Et dans le même registre, on peut citer aussi le manuscrit Paris BNF Nouvelle acquisition française 7517, qui contient
un petit épisode de Rimbaud inséré au sein de la traduction française de la Disciplina Clericalis, donc le chastoiement d'un père à son fils, où on a inséré un épisode qui met en scène Idoine, la compagne de Rimbaud, et qui sert donc là aussi de exemplum, mais toutes les traces arthuriennes ont été gommées. Donc ça devient un exemplum passe-partout, mais la provenance de l'épisode est indiscutable, ça vient donc de Rimbaud. Le dernier exemple qu'on peut noter comme extrait, c'est un extrait des merveilles de Rigomère qui était conservé dans le manuscrit de Turin qui était fortement endommagé lors de l'incendie de 1904. Et là, on avait pris un épisode des merveilles de Rigomère pour justement le conserver comme épisode isolé au sein de ce recueil qui était le manuscrit de Turin. Bon, ce n'est pas des fragments, ce sont des épisodes, mais en tout cas, la tradition assure la connaissance de ces textes. Voilà, donc on a pu réduire maintenant le taux de unica dans notre corpus des romans arthuriens vers après Chrétien de Troyes, mais on n'a absolument pas réussi à réduire le déséquilibre numérique entre les manuscrits de Chrétien de Troyes et ceux de ses successeurs. Car si on regarde encore une fois le nombre de fragments qu'on a pour les œuvres de Chrétien de Troyes, on voit que ce sont des chiffres beaucoup plus élevés. On a 4 fragments pour Érec, 3 pour Cligès, plus un extrait dans un manuscrit de Florence, ensuite un fragment pour le Lancelot, 4 pour Yvain, et puis 6 fragments quand même pour le Perceval. Donc l'écart se creuse, ça s'aggrave. Donc quoi qu'on fasse, qu'on regarde les manuscrits entiers, qu'on regarde les fragments, les textes de Chrétien de Troyes sont beaucoup mieux conservés, beaucoup plus diffusés que ceux de ses successeurs. A-t-on donc affaire à un genre qui fonctionne à 2 vitesses? L'une réservée à Chrétien de Troyes et l'autre pour ses successeurs. On verra. Pour l'instant, essayons autre chose. Nous avons fait un zoom, pas inutile, mais pas non plus très concluant, sur les documents, manuscrits plus ou moins complets, et des fragments. Essayons maintenant de dézoomer pour voir ce qui apparaîtra sur notre écran quand on ne regarde pas simplement les manuscrits, mais les textes. Donc, Chrétien de Troyes, on le sait, est un des auteurs les plus fréquemment traduits dans d'autres langues de culture au Moyen-Âge. Il existe des adaptations de ses romans en moyen anglais, moyen-allemand, néerlandais, norrois. Et ensuite, en français, Le Conte du Graal a été mis en prose et certaines parties de La Charrette ont été intégrées dans le Lancelot en prose. Finalement, Yvain a été copié au XVIe siècle par Pierre Sala, qui en a fait une adaptation pour les lecteurs contemporains donc, du XVIe siècle. Donc, qu'en est-il des autres romans arthuriens en vers? Alors, prochain tableau. Là, c'est vite vu. À part les adaptations néerlandaises de La Vengeance Ragidel et de Fergus, il n'y a strictement rien à part une mise en prose de Florian et Florette, cas unique de mise en prose de romans arthuriens en vers, à part donc le Perceval de Chrétien de Troyes. Et puis, nous avons un imprimé très étrange de Claude Platin qui mélange des extraits de Geoffrey et du Bel Inconnu. Donc là, il me paraît s'agir assez clairement d'une reprise qui atteste la connaissance des 2 textes par cet auteur-là. Pour ce qui est des différentes adaptations ici, donc du Bel Inconnu en anglais, en allemand, en italien,
le cas me paraît beaucoup plus compliqué parce que c'est vrai qu'à chaque fois, on a des, euh, on a des points de contact avec le bel inconnu français de Renaud de Beaujeu, mais en même temps, hmm, c'est plutôt thématique que véritablement une reprise qui prouverait une connaissance directe. Donc on a à chaque fois effectivement le thème du bel inconnu qui réapparaît dans ces adaptations. Et dans le cas de l'adaptation allemande, on a même une sorte d'éco-phonétique, parce que le bel inconnu de son vrai nom, c'est Guiglin. Et là, on a Vigaloise, donc on dit que ça peut être le même nom. Mais quand on regarde l'intrigue, la trame, elle n'est pas du tout proche. Donc, je mettrai entre parenthèses ces adaptations-là et je conserverai uniquement donc l'imprimé de Claude Platin des environs de 1520 qui attesterait donc la connaissance et la diffusion de ces textes à une époque plus tardive. Voilà. Euh, Encore une fois, Chrétien de Troyes creuse l'écart. Donc, quoi qu'on fasse, on ne s'en sort pas. Il est toujours mieux diffusé, mieux connu, plus traduit, etc., que tous les autres textes. Donc, encore une fois, je réduirai, enfin, je prendrai en considération la dimension quantitative de départ, puisque Chrétien de Troyes est mieux diffusé au départ, il le sera aussi après. Donc c'est peut-être un facteur qu'il faut garder à l'esprit. Alors, continuons dans notre entreprise de dézoomage et essayons de chercher des attestations qui attesteraient justement la circulation de nos romans arthuriens en vers. Alors, pour Chrétien de Troyes, le travail a été fait depuis très longtemps. Et tout ça a été excellemment répertorié dans un recueil de, enfin, collectif, donc avec une entrée qui était faite et bien faite par Colette Anne van Colput, qui a réuni donc les références et emprunts directs à Chrétien de Troyes dans un appendice. Et elle a regroupé donc des citations du genre, oui voilà, où quelqu'un dans un roman ou dans un conte plus tardif cite explicitement Chrétien de Troyes. Donc il y a pas mal d'occurrences de ce type, je passe très vite. Je, J'attire simplement votre attention sur le fait qu'on a par exemple des références en dehors du genre du roman arthurien ou du récit arthurien, puisque Fouque de Candie est une chanson de geste. Et on a même un miracle où il est également question de Chrétien de Troyes qui moult peldiste quand Cligès et Perceval fils. Donc Chrétien de Troyes est universellement reconnu et cité comme un excellent auteur et ses œuvres sont également connues. Alors, donc tout ça c'est connu depuis longtemps et je ne peux verser qu'une seule attestation nouvelle, mais elle est intéressante, à notre dossier. Donc, elle provient d'un autre champ de mes recherches, ce sont les prophéties de Merlin. Donc, les prophéties de Merlin de Geoffroy de Monmouth euh, sont un texte assez obscur qui annonce des choses qui vont se produire dans un avenir plus ou moins proche. Et normalement, c'est assez cryptique. Et donc, ça a généré des tas de commentaires. Donc, selon la façon de compter, on a une quarantaine de commentaires qui existent au Moyen Âge. Et ces commentaires doivent affronter la prophétie suivante qui dit in ore. Donc, il est question du sanglier de Cornouailles. Hein. Donc, le sanglier de Cornouailles, si vous avez une bonne connaissance de Camelot de Astier, vous savez que le sanglier de Cornouailles, c'est Arthur lui-même. Hein. Donc, parce qu'il est né là, et le sanglier, c'est une image chez les Celtes qui est une image de la royauté. Donc, le sanglier de Cornouailles dit
la prophétie sera In ore populorum celebrabitur et actus eis quibus erit narrantibus. Donc il sera célébré dans la bouche des peuples et ces faits seront la nourriture pour ceux qui les comptent. Donc, voilà ce que dit la prophétie. Et voici maintenant le commentaire. Le commentaire dit, je passe directement à la traduction française parce qu'on n'est pas en avance. Le sens est clair et n'a pas besoin d'explication. De fait, les exploits d'aucun autre héros n'ont été rapportés avec tant de succès à travers le monde entier. Agréables et charmants, et je ne parle pas seulement des faits de guerre, mais aussi de tout ce qu'il a accompli pendant cette période de prospérité et de paix, lui et les chevaliers de la table ronde, dont parlent les livres en français, donc Libri Gallici, tant ceux écrits par Chrétien de Troyes, Cristiano de Trequis, que par d'autres, comme le livre, donc là j'ai pas traduit, De Esse Pericoloso, le livre du bel inconnu, donc De Pulcro Incognito, Liber de Milite Leonis, donc ça c'est le chevalier au lion, il n'y a pas de souci, Libre de Milite Quadrigae, donc ça c'est le chevalier de la charrette, de Percevallo, que je pense que c'est le comte du Graal, de Lancelot de la Cou. Donc là, je pense qu'il s'agit du roman en prose et pas du roman en vers, puisqu'il vient de mentionner le jeu de la charrette. De Galgano Muto, donc Gauvin le muet, et Ali Infiniti in omne fere lingua conscripti, et de tous les autres, nombreux récits dans presque toutes les langues. Alors, vous voyez que le seul auteur cité nommément est Chrétien de Troyes, une fois de plus, et on fait la liste de ses œuvres. Elle n'est pas complète, mais plusieurs textes de sa plume sont mentionnés explicitement. Sont mentionnés explicitement aussi des textes, justement, dont nous n'avons qu'un seul manuscrit, comme celui du Bel Inconnu, et puis deux titres un peu énigmatiques qu'on va regarder maintenant un peu plus en détail. Alors, De Esse Pericoloso, naturellement, la présence de Pericoloso nous fait penser à périlleux, et donc c'est probablement l'âtre périlleux. Sauf que l'âtre périlleux, naturellement, donc c'est Atrium, donc, en allemand, les premiers éditeurs avaient traduit Der gefährliche Kirchhof, et c'était la bonne traduction. Donc, pour aboutir à essai, il devait avoir entendu ou prononcé probablement estre périlleux, qu'il n'a pas compris comme être, âtre, mais qu'il a pris comme une forme du verbe. Je n'ai pas trouvé dans les dictionnaires de latin médiéval, j'ai peut-être mal cherché, une forme qui pouvait permettre de remonter à partir de essai à quelque chose qui ressemblerait à âtre. Donc, c'est pas possible. Donc, il devait avoir une connaissance du titre français, c'est ça qui était intéressant, du titre français être, et il a traduit mal, mais il a traduit en latin. Le deuxième exemple est encore plus parlant, c'est celui-là. Galguano muto, donc Gauvin muet. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, on ne sait pas. On n'a pas de traces, on n'a pas de récit, qui, à ma connaissance, qui mettrait en scène un Gauvin qui serait muet. Par contre, on a, si on traduit ça, muto, ça peut venir de infans, donc celui qui ne parle pas. Et à ce moment-là, on aurait une référence aux enfances Gauvin. Et ça, c'est un texte que nous possédons. On a un fragment, donc juste un fragment que je n'ai pas évoqué jusqu'à présent, d'un récit qui évoque effectivement l'éducation du jeune Gauvin quelque part à Rome. Et c'est un fragment en vers, octosyllabique, donc qui devait faire partie justement d'un ensemble plus vaste. Et donc là, je pense qu'il a également eu connaissance de enfance Gauvin, et il a
il a fait une espèce de mix, infants, et à partir de infants qui ne parle pas, on est arrivé à mouton, quelque chose comme ça, parce qu'on n'a aucune attestation autrement d'un récit qui serait Galgano mouton. Voilà. Donc ça prouverait, parce que le commentaire, c'est ça qui est intéressant, il a été copié quelque part en Angleterre au XIVe siècle, dans une abbaye bénédictine. Ça voudrait dire que donc même en milieu religieux, on avait connaissance de ce type de texte français et pas latin, français au XIVe siècle, ce qui veut dire qu'on a quand même une diffusion qui est plus vaste que ne laisserait penser éventuellement justement les traces matérielles qui nous sont parvenues de cette époque. Alors, donc, on a dézoomé au maximum et c'est tout ce que j'ai trouvé. Donc, revenons maintenant au document pour, malgré tout ce que j'ai dit, pour essayer d'en tirer quelque chose et pour nous interroger surtout sur ce que je perçois moi comme une différence de degré plus que de nature entre le nombre de manuscrits conservés pour Chrétien de Troyes et ceux de ses successeurs. Alors, la première chose qu'on serait peut-être tenté d'exploiter, c'est la longueur des romans. On aurait pu se dire que éventuellement certains romans auraient été trop longs pour être accueillis dans des recueils, auraient donc circulé dans des manuscrits uniques, contenant uniquement un texte, et qui seraient donc davantage exposés à la perte. Donc ce serait une hypothèse simple. Donc c'est vrai que dans le corpus de nos romans arthuriens en vers, nous en avons plusieurs qui sont longs, voire très longs, alors que les romans de Chrétien de Troyes ne dépassent pas en général. Donc le plus long c'est le Perceval, donc il fait à peu près 9000 vers, et donc on serait à peu près là. Donc tout ce qui est au-dessus de cette ligne, donc ce bloc-là, c'est la taille de Chrétien de Troyes, et tout ce qui est en dessous, c'est plus gros que Chrétien de Troyes. Et mon hypothèse de départ, c'était que on avait peut-être plus de manuscrits en recueil pour les textes brefs et moins de manuscrits en recueil, moins de textes en recueil, excusez-moi, moins de textes en recueil pour les textes longs. Et en fait, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est vrai que les romans courts se trouvent bien sûr majoritairement dans des recueils parce qu'à eux seuls ne peuvent pas constituer un manuscrit entier, et que les textes longs sont plutôt indépendants, mais il y a des exceptions des deux côtés. Donc Clarisse et Laris, par exemple, qui est un des romans les plus longs, est en recueil, Les Merveilles de Rigomère et d'Urmar aussi, alors que Mérogis, qui est un roman plutôt court, figure seul dans un manuscrit au moins une fois. De même que Florian et Ider, à peine plus longs. Il faut dire que dans les trois cas, il s'agit de manuscrits d'assez petit format. Donc 69 feuillets de 230 sur 170 mm pour Florian, 54 feuillets, et c'est lacunaire, de 255 sur 185 mm pour Ider, et ça explique que ces textes assez courts remplissent quand même un manuscrit, parce que ce sont des manuscrits qui sont petits. Mais majoritairement, c'est en recueil que sont transmis les romans arthuriens en vers postérieurs à Chrétien de Troyes, et c'est pareil aussi pour Chrétien de Troyes lui-même. Alors, si on regarde maintenant, voilà, si on regarde encore une fois ces données, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors donc là, vous voyez que on a, enfin j'ai essayé de voir avec quoi maintenant les romans étaient transmis. On voit que il y a
des, des, des- des rapprochements, mais ils ne sont pas énormes, avec des romans de Chrétien de Troyes, parce que certains textes, je vais aller un peu plus vite maintenant, excusez-moi, parce que certains textes sont euh, conservés dans les mêmes manuscrits que Chrétien de Troyes. Mais d'abord, je dois dire que Chrétien de Troyes est transmis lui aussi uniquement en recueil, à l'exception donc de ces trois manuscrits-là, donc Clermont-Ferrand, Florence Ricardiana et Tours. Donc deux fois un conte du Graal et une fois un Cligès, mais c'est vraiment l'exception. Et puis on a des manuscrits qui contiennent uniquement, si vous voulez, euh, du Chrétien de Troyes, si on assimile les continuations au conte du Graal. Donc là, on a un petit paquet de témoins qui effectivement fonctionnent de façon autonome, comme un bloc, où il n'y a pas d'autres textes qui vont avec. Mais sinon, vous avez toujours des recueils où interviennent plusieurs genres, plusieurs textes, où il y a un vrai mélange à la fois pour ce qui concerne des auteurs et des œuvres. Alors, en gros, il me manque une image que je voulais vous montrer, mais en fait, je voulais juste insister sur le fait que il n'y a que ce manuscrit-là, qui est un recueil un peu atypique, qui est le manuscrit donc de Chantilly que j'ai déjà évoqué, où vous avez majoritairement des romans arthuriens en vers et un mélange entre les œuvres de Chrétien de Troyes et les œuvres de ses successeurs, à l'exception, mais ça on a du mal à l'interpréter, de Perleswaus, qui est un texte en prose, et du roman de Renard. Et on ne sait pas si cette partie-là est, est d'origine ou si elle a été rajoutée plus tard. Alors, donc ça, c'est un exemple d'un recueil qu'on voudrait avoir, mais en fait, qu'on voudrait avoir plus souvent, mais en fait, il est vraiment un peu l'exception. Il n'y a pas un mélange euh, qui serait limité donc au seul genre du roman arthurien. Et là, hop, euh, on n'a que trois cas, en fait, où les œuvres postérieures à Chrétien de Troyes sont avec un roman de Chrétien de Troyes. Donc c'est l'Âtre Périlleux, qui est avec Yvain dans le français 1433, et puis le Mérogis, qui est avec Yvain, Lancelot, et puis Guillaume de Dole, dans un manuscrit de la Vaticane. Et puis on a le cas du 12603, qui transmet le chevalier aux deux épées avec Yvain. Ces deux manuscrits que j'ai mis en gras sont intéressants parce qu'en fait, ils sont génériquement vraiment limités sur des romans. Donc, il n'y a rien d'autre que des romans là-dedans. Euh, Ici, bah, c'est très court, il n'y a que Yvain et l'âtre Périlleux. Là, par contre, on a un troisième témoin, un autre roman qui n'est pas arthurien, mais qui est quand même un roman. Donc, sinon, c'est beaucoup plus vaste. Les recueils contiennent, je dirais pas n'importe quoi, mais c'est très mélangé. Et c'est pareil donc pour Chrétien de Troyes et pour les romans arthuriens postérieurs à Chrétien de Troyes. Bon, donc ça c'est la tendance lourde, ce mélange qu'on constate dans les recueils. À la fois donc pour Chrétien de Troyes et pour ses successeurs. La facture est également les mêmes, parce que il y a des gros manuscrits, des moins gros, des illustrés, des pas illustrés, etc. Et on en a de chaque côté, donc pour Chrétien de Troyes ou pour ses successeurs. Euh, donc maintenant, je vais essayer de conclure. Il me reste combien de minutes? 5 minutes, 10 minutes, c'est bon? D'accord.
je reprends mes aises, excusez-moi, donc j'étais en train de paniquer parce que je voyais mes propres feuilles, mais donc si j'ai 10 minutes, je vais pouvoir conclure un peu plus décemment. Alors, je vais essayer de tirer maintenant les fils que j'ai un peu lancés dans toutes les directions et poursuivis dans toutes les directions pour essayer de conclure quelque chose des différentes trouvailles que nous avons faites. Alors, nous avons vu que la répartition dans les manuscrits est à peu près analogue, qu'il s'agisse des œuvres de Chrétien de Troyes et de ses successeurs. Nous avons vu que du point de vue de la facture, ces textes sont à peu près similaires, donc les manuscrits de Chrétien de Troyes ressemblent furieusement à ceux de ses successeurs et vice-versa. Il y a juste toujours plus de Chrétien de Troyes. Il est mieux diffusé, mieux attesté partout, mieux traduit, etc. Donc c'est une différence de degré et pas de nature, je dirais. À chaque fois, il a une longueur d'avance. Et c'est ce que je voudrais essayer maintenant, en guise de conclusion, d'expliquer, en prenant quelque peu le contre-pied de ce qu'on a l'habitude d'avancer normalement. Parce que traditionnellement, on fait valoir, pour rendre compte de cette différence quantitative, le saut qualitatif qui séparerait les œuvres de Chrétien de celles de ses successeurs. Donc, on dit que eux sont des épigones, lui, c'est le créateur. Donc, lui, il est meilleur, donc il a été copié plus de fois, cité plus de fois, etc. Et on s'appuie à juste titre, comme on vient de le faire, sur les données matérielles. Bon, en fait, les autres auteurs de romans arthuriens sont également, si on y pense un peu, des autorités, des vrais écrivains. Alors, ce sont des auteurs à succès. Raoul de Houdin, on l'a vu tout à l'heure avec la citation de Huon de Méry, Raoul de Houdin est le maître du poème allégorique évoqué dans le tournoiement Antéchrist. Gérard d'Amiens, il a travaillé pour la cour du roi de France et pour celle du roi d'Angleterre. Donc, c'est pas non plus n'importe qui. Froissart était un personnage dont les compétences d'écrivain étaient reconnues aussi. Mais personne, c'est vrai, n'est cité comme référence dans le domaine du roman arthurien et on ne possède qu'un nombre restreint de manuscrits de leurs productions arthuriennes. Et j'ajouterais, dans leur cas, on ne possède pas non plus des manuscrits d'auteurs, où seraient regroupés l'ensemble des œuvres de ces écrivains-là. À l'exception de Robert de Blois, donc c'est le cas de Baudou sur votre tableau. Donc Baudou, c'est un roman arthurien qui a été écrit exprès pour être en quelque sorte l'écrin des œuvres complètes de Chrétien de Troyes, de Robert de Blois, excusez-moi. Donc à un moment donné, la maman de Baudou se sépare de Baudou, c'est-à-dire lui qui part, et elle lui prodigue des conseils, et c'est à ce moment-là qu'elle va débiter l'ensemble des œuvres didactiques de Robert de Blois. Donc il y a un vrai montage qui est fait là pour ce roman-là, et c'est donc dans ce sens un manuscrit d'auteur. Pour les autres, on n'a pas de manuscrit d'auteur. C'est-à-dire que les écrivains sont comme écartelés, éclatés entre leurs différents types de production. Alors, Raoul de Houdin est le maître du poème allégorique, mais il est fragmenté donc en romancier, auteur de Mérogis d'un côté, et puis auteur de poèmes allégoriques conservés dans d'autres manuscrits. Renaud de Bâgé est fragmenté en romancier, donc auteur du Bel Inconnu d'un côté, avec une tradition manuscrite, on l'a vu, très restreinte, et puis auteur d'une pièce lyrique conservée ailleurs. La même chose pour Girard d'Amiens, qui est romancier arthurien avec Escanor, donc un seul manuscrit, c'est vrai, mais romancier courtois aussi, avec Méliassin, avec une tradition manuscrite à part, et auteur de chansons de geste avec Charlemagne. Donc il est non seulement écartelé, il est
éclatés en 3 endroits différents. Même chose pour Froissart, donc auteur de Méliador et auteur de Chroniques. Ce sont des auteurs connus, mais la transmission des textes fonctionne par genre et pas par auteur. Et c'est vrai aussi pour Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, il est auteur de poèmes lyriques, mais les poèmes lyriques sont transmis à part et pas avec les romans. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il a à son actif 5 romans dans le même genre. Je ne connais aucun auteur qui ait à son actif 5 romans. Donc, il est simplement beaucoup plus présent que n'importe qui, et il est beaucoup plus à même, donc, en quelque sorte, d'incarner ce genre. Et il y a donc là un côté qui est quantitatif et pas seulement qualitatif. Donc, il s'impose forcément en chef de file, simplement parce qu'il a 5 œuvres à son actif, ce qui n'est le cas de personne d'autre. Le second avantage qu'il a est chronologique. Il est là avant tous les autres. On a vu, les datations ne sont pas très assurées, mais n'empêche, Chrétien de Troyes, il a probablement écrit donc entre 1170 et 1190, quelque chose comme ça. Donc il est là avant les autres. Il part avec une longueur d'avance et il fait la course en tête jusqu'au bout. Et quand le roman arthurien disparaît au XIVe siècle, Chrétien de Troyes disparaît aussi, à l'exception de Pierre Sala dont on a parlé. Donc là aussi, c'est une avance un peu quantitative qu'il a. Ensuite, il est fréquemment ou plus fréquemment mentionné que tous les autres, aussi naturellement parce qu'il est la référence première. C'est lui qu'on cite et non pas les auteurs les plus récents. Comme on va citer Hitchcock et pas Brian De Palma, James Bond et pas Jason Bourne. Donc, Chrétien de Troyes est le premier, c'est à lui qu'on fait référence. Bon, pourquoi a-t-il décollé plus que les autres? Je pense que justement parce qu'il était déjà là. Donc lui, il a écrit surtout avant que le roman en prose n'apparaisse. C'est-à-dire, il a occupé un terrain qui était vierge. Donc il n'y avait pas de roman arthurien à côté du sien. C'est lui qui a inventé le genre, c'est lui qui a imposé le genre. Et les textes qui sont arrivés plus tard, ils sont arrivés sur un terrain qui était occupé par Chrétien de Troyes un peu, mais surtout par le roman en prose. Donc il y avait là une véritable concurrence et les romans en vers plus tardifs, ils ont eu du mal à s'imposer sur ce terrain-là, je crois. Et c'est ainsi, par exemple, qu'il faut expliquer, à mon avis, la disparition des Tristan vers. Parce que les Tristan vers, on a beaucoup de fragments, donc c'était à l'origine une tradition probablement assez dense, c'est un texte bien diffusé, mais quand est arrivé le Tristan prose, plus personne n'a copié les Tristan vers. Donc je pense que la suprématie de Chrétien de Troyes, elle est due d'une part à l'avantage chronologique qu'il avait d'être le premier, et puis surtout à la concurrence du roman en prose, qui a fortement empêché peut-être les successeurs ensuite à décoller. Et du point de vue codicologique, on voit que la prose a également changé un peu l'allure des manuscrits arthuriens. Parce que les manuscrits en prose sont en général beaucoup plus épais et sont beaucoup plus grands. Parmi les romans en vers, par exemple, on dénombre un seul folio magno, c'est le 375, et un seul folio mediocri, alors qu'il y a beaucoup de folios maximo parmi les romans arthuriens en prose. En fait, à la BNF sont toutes les cotes inférieures à 151, et des folios magno sont également assez nombreux. Vu la longueur des textes qu'ils contiennent, ces manuscrits comportent en général une seule œuvre, mais elle s'étale alors sur plusieurs volumes
au moins aujourd'hui, parce que les volumes médiévaux étaient beaucoup plus épais à en juger par les mentions d'inventaire. Les romans en prose, avec leur forme, leur structure et leur idéologie renouvelée, amènent ainsi à un nouveau type de support qui étouffera complètement les textes en vers et leurs manuscrits à eux. Les mariages de textes en prose et textes en vers au sein d'un manuscrit sont assez rares, et la prose finit par devenir le seul vecteur de diffusion du roman arthurien. On a actuellement à peu près 500 manuscrits, un peu plus, contenant des romans arthuriens. 160 à peu près seulement contiennent des textes arthuriens en vers, alors que les œuvres octosyllabiques, surtout si vous pensez aux laits et aux contes, qui sont donc des textes courts, sont extrêmement nombreux. Et on compte donc à peu près 70 œuvres en vers. Et donc ces 70 œuvres, ils totalisent seulement 160 manuscrits, alors que tout le reste, c'est des romans en prose. Et en fait, les romans en prose, on peut les compter presque sur les doigts d'une seule main. On a la trilogie de Robert de Boron, le Lancelot Graal, le Tristan en prose, Guiron le Courtois, les prophéties de Merlin, avec en prime au XIVe siècle Isaïe le Triste et le Perceforêt. Et cette poignée de textes se partage les 340 manuscrits restants. Et quand est copié au XVe siècle, ce manuscrit-là, aujourd'hui fortement endommagé, donc le manuscrit de Turin, il est copié sur papier et déjà il présente un mélange de textes en prose et de textes en vers. Le vers n'est plus qu'un reliquat des siècles passés. Alors que les derniers manuscrits des romans arthuriens en prose datent du début du XVIe siècle, donc d'une époque où l'imprimerie avait déjà pris le relais depuis belle lurette. Le temps a balayé la production du grand Chrétien de Troyes, comme il a effacé les œuvres de ses disciples fondus tous ensemble dans un grand genre si définitivement passé de mode que, sauf exception, même la vague des mises en prose n'a pas suffi à les ramener à la vie. Et au moins du point de vue codicologique, on doit dire que le genre du roman arthurien en vers n'a jamais existé. Je vous remercie de votre attention. J'imagine qu'il y a des questions sur ce genre inexistant. Qui veut poser ta première question? Aucune curiosité? Rassemblée. Je suis désolé, il n'y a pas de. Si. Ah, Merci. Voilà, je voudrais savoir seulement, c'est une toute petite question, hein. Vous avez mentionné donc le numéro de manuscrits qui existent encore et qui sont conservés à côté, et à côté il y avait mentionné donc les différents fragments. Et je voudrais juste savoir s'il s'agit donc à chaque fois d'un manuscrit différent ou si les fragments sont d'origine du même codex. Oui, donc a priori, on estime que ce sont des fragments appartenant ou provenant de manuscrits distincts. Donc, ceci dit, c'est assez, bon, pour Chrétien de Troyes, on est assez bien informé, hein. Donc, il y a eu enfin, vous connaissez les deux albums qui ont été faits sous la direction de Keith Busby, qui décrivent très très bien les témoins de Chrétien de Troyes. Mais même eux, ils n'ont pas tout vu de première main, parce que parfois ce sont des collections particulières, etc. Donc ce n'est pas à exclure que certains fragments puissent s'insérer ou se marier avec d'autres fragments qui existent. Mais a priori, donc, on part du principe que ce sont des manuscrits à chaque fois distincts. Sylvie. Il n'y a plus grand-chose à demander après l'exposé que tu viens de faire, tout ça, mais dans les Zooms
ou des zoomages. Il y a une chose que tu n'as pas mentionnée, et là je m'avoue très ignorante, c'est les mentions d'inventaire. Est-ce que ça a été exploré Oui, concrètement? pas par moi, mais par Middleton, qui est très très bon, enfin, qui est un spécialiste de cela. Mais si tu veux, les premiers inventaires, les premières mentions dans les inventaires, c'est à partir du 15e siècle, donc c'est trop tardif en fait pour mon histoire. Parce que enfin, moi, ce qui m'intéressait moins, c'était enfin, ça m'intéresse aussi, mais enfin, ce qui m'intéressait, c'était de saisir les choses au XIIIe, XIVe siècle et pas tellement après. Mais donc lui, il a fait un superbe travail là-dessus dans l'étude que j'ai citée. Donc tu as toutes les références et je pense que tout ce qui pouvait être fait, il l'a fait. Mais effectivement, il démarre un peu après le moment où moi je m'arrête. Non, parce que sur la la longue réception, le fait de les avoir encore sur des C'est bibliothèques sûr, hein, étrangères, mais c'est après, très intéressant. comme toujours, quand tu regardes les mentions d'inventaire, c'est que bon, parfois ça colle parce qu'il y a un truc qui est identifiable, et puis après, bon, le titre est mal écrit, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas bon. Après, ça devient euh, plutôt vague, et ce qui m'intéressait, c'était, bon, déjà c'était assez vague comme ça, et je voulais pas rajouter donc des choses vraiment assez hypothétiques, et ça devient assez vite très hypothétique à ma réflexion, mais si effectivement on voulait approfondir, je pense qu'il faudrait euh, relativiser en fait les données qu'on a aujourd'hui avec les données qu'on peut raisonnablement retracer en se servant de ce type d'outils. Là-dessus, tu as raison. Merci beaucoup. Je profite du fait que j'ai le micro déjà à main. Et il y a encore un tableau, peut-être. Bon, je vois bien que le degré de certitude qu'on pourrait en extraire n'est pas énorme, mais encore un tableau qu'on aurait pu ajouter, c'est-à-dire un tableau concernant ce qu'on sait de la langue des auteurs et des copies manuscrites. Effectivement, bon, évidemment, il y a toutes les incertitudes possibles à ce niveau-là, mais ça ferait à chaque fois 2 copies dans un certain sens, parce que si je sais qu'il y a un auteur picard et que le manuscrit, lui, il est bourguignon, effectivement, c'est bien sûr, l'auteur picard aurait pu faire son travail en Bourgogne, mais aidant, bon, le décalage géographique aidant, ça m'est fait quand même un épisode de réception déjà important en soi, et ça multiplie les copies potentielles, hein, effectivement. Oui. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas d'autographe dans aucun des cas, mais ça ajoute une troisième dimension aussi, et des copies virtuelles en plus, mais surtout cette troisième dimension. Un exemple que je connais quand même mieux, Flamenca, c'est un roman écrit par un auteur rouergat, de Rouergue, et enraciné dans le Rouergue, mais copié probablement en Provence. Hein. De plus, il y a un fragment qui est catalan. Donc voilà, rayonnement, mais aussi en soi, cette première copie, ça configure déjà, bon, ça multiplie la copie que nous avons en deux, Oui, dans un oui. certain sens. Ouais. Non, c'est très juste et très, très intéressant. Dans notre cas, la difficulté qu'on rencontrerait, je pense, assez rapidement, c'est que la plupart de ces romans postérieurs à Chrétien de Troyes sont des romans qui sont anonymes, conservés en copie unique et on ne sait pas grand-chose des auteurs. Et donc, parfois, effectivement, bon, on a de la chance, quelqu'un s'appelle Girard Damien, donc la copie est elle aussi un peu picarde, donc c'est bon. Hein. Mais après, pour d'autres textes, on ne sait strictement pas d'où ils proviennent. Et donc, on a un seul texte qu'on attribue à l'ouest, donc au domaine normand, anglo-normand, c'est Ider, qui est conservé également dans une copie anglo-normande. Éventuellement, toute l'étude serait à refaire. C'est à tester aussi. Mais sinon, on est assez embêté. Hein. Mais donc, effectivement, en bonne méthode, on devrait faire ça. Et si on y arrivait, on serait peut-être effectivement
davantage renseigner sur les interpositi, hein, parce que, ouais, juste, merci beaucoup. Oui, vous avez mentionné la différence quantitative de manuscrits entre les œuvres de Chrétien et celles de ses successeurs. Est-ce qu'il y aurait des différences aussi qualitatives concernant les manuscrits qui seraient significatives, c'est-à-dire en termes d'enluminure, en termes de richesse du manuscrit? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ferait sens? Est-ce que les manuscrits de Chrétien sont plus riches, Voilà. plus élaborés ou pas? Non, pas vraiment. Alors, donc on a des manuscrits qui sont, par exemple, ceux qui ne contiennent qu'un texte de Chrétien de Troyes. Ils sont tous petits et de facture plutôt minable. Et des manuscrits comme ça, on les a aussi côté romans arthuriens en vers anonymes. Tout simplement parce que ça correspond à un profil de lecteur, hein. C'est un produit qu'on a. De même, on a après des produits qui sont un peu plus de luxe, hein, avec quelques enluminures, hein, et enfin de qualité un tout petit peu supérieure. Et ça aussi, on l'a des deux côtés. Et on se heurte assez rapidement donc à une espèce de palier là. C'est qu'on a vraiment assez peu de matériel côté anonyme, hein. Donc c'est là à part donc les quelques cas où les manuscrits sont ouverts à la fois donc aux œuvres de Chrétien de Troyes et à celles de ses successeurs. Et là, en général, ce sont des manuscrits effectivement de bonne facture. On ne peut pas en dire énormément de choses. Il n'y a pas vraiment une différence qui serait frappante. Mais la piste, là aussi, elle était bonne, mais on n'a peut-être pas suffisamment de données à se mettre sous la main. Par exemple, Middleton, il a fait ça aussi, hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Et donc il a mesuré, par exemple, les tailles, enfin les dimensions simplement. Et le manuscrit le plus grand contenant des œuvres de Chrétien de Troyes, c'est le 375 de la BNF. Et il y en a un qui contient d'Urmar à Berne, qui est exactement ou presque exactement de la même dimension. Donc on trouve toujours les deux choses des deux côtés. Et comme on a plus de manuscrits de Chrétien de Troyes, on a aussi plus de jolis manuscrits de Chrétien de Troyes. Je me demande si ce mouton ne serait pas encore une fois une fausse étymologie à partir d'un mot qui effectivement signifie enfant, qui a donné mozzo italien, mosso catalan. Donc ça ne ferait qu'aller dans ton sens. Mais je ne peux pas vérifier parce que je n'ai pas Internet là, donc je n'ai pas le FEV sous la main. Donc il faudrait voir de quelle origine est le copiste. Mais ça ne ferait que confirmer. Hypothèse intrigante, parce que, ouais, non, enfin, donc j'ai pas testé, j'étais tellement content d'avoir trouvé ce truc-là avec infants, enfants, etc. Donc, non, merci beaucoup. Donc, ce qui, enfin, pour le copiste de ce manuscrit, donc, on pense que c'est un moine bénédictin d'une abbaye paumée dans le Norfolk. Donc, si effectivement il pratiquait un roman, tu vois, avec des traces de catalan, ce serait intéressant. Peut-être que l'origine est justement germanique. Je n'ai plus dans la tête quelle est l'étymologie de ce mot qui n'apparaît que dans l'italien du Nord et en catalan, me semble-t-il. Ouais. Ouais, très bien. Donc, on va tester ça aussi.
Merci.